les gars veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international consacre la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct. La MINUSCA compte sur l'armée centrafricaine pour la stabilité en République centrafricaine. Dimanche 2 avril, les forces armées de RCA et les troupes de la mission onusienne lors d'une opération ont libéré une quinzaine d'otages de la LRA dans le village de Koubou, à une quinzaine de kilomètres d'Obo dans l'extrême sud-est du pays. La MINUSCA s'est félicitée de ce succès militaire et se montre volontaire pour la suite des opérations en Centrafrique. Hervé Vroussel, son porte-parole, affirme qu'il y aura dans le futur un plan de déploiement commun. Tôt dans la matinée de dimanche, des dizaines d'hommes lourdement armés appartenant à la LRA de Joseph Kony sont entrés dans le village de Koubo, ouvrant le feu en l'air et pillant les maisons, a indiqué le chef du bureau de la MINUSCA sur place. Selon Ange Maxime Kazagui, le porte-parole du gouvernement, les forces armées centrafricaines ont été averties rapidement et se sont rendues avec la MINUSCA jusqu'au village. Des combats se sont alors ouverts. Les FACA et la MINUSCA ont rapidement pris le dessus, poussant les hommes de la LRA à prendre la fuite dans la brousse, a indiqué Hervé Vroussel, le porte-parole de la MINUSCA. Il se félicite de la réussite de l'opération conjointe et précise que les FACA connaissent bien leur région, la langue, la culture. Ils savent communiquer mieux que quiconque avec les populations locales. La MINUSCA est là avec du matériel et donc ces groupes fonctionnent très bien ensemble, assure-t-il. Et plusieurs interrogations. Comment comprendre ce grand intérêt pour les FACA qui, il y a quelques mois, n'avaient même pas le droit de porter des armes? Faut-il voir ici une victoire de Moscou qui, début décembre, a négocié et obtenu une levée partielle de l'embargo sur les armes? Et d'ailleurs, qui fournit gratuitement ces armes-là à la République centrafricaine? Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. Notre invité est Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Je vous le disais donc, la MINUSCA et les FACA qui mènent une opération avec beaucoup de succès, libération d'une quinzaine d'otages et également les éléments de LRA ont été forcés donc à fuir dans la brousse, je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, je vous propose d'aller suivre cet extrait de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Le général Bala Keïta, le commandant de la MINUSCA, revient sur cette opération conjointe qui a donc produit ce succès. Notre coopération avec les FACA a commencé à Obo et on fait de l'excellent travail pour gérer, disons, la LRA. Et je pense qu'il y a quelques 3 jours de cela, ils ont réussi à libérer justement des otages que la LRA avait pris dans un village. Bon, et la suite, bon, il paraît qu'il y a des versions différentes, on peut toujours en discuter, mais ce que nous, on a eu sur les rapports des gens qui sont partis faire la mission, c'est-à-dire les FACA et nos troupes qui sont là-bas, ils ont libéré les otages qu'ils ont ramenés dans leur village. Bon, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas uniquement la lutte contre la LRA, mais aussi contre les groupes armés. Comme vous le savez, en Mboki, entre Obo et Zemio, il y a Mboki, hein, et on n'est pas présent en Mboki malheureusement. L'unité de l'Union africaine qui était soutenue par les Américains avait une base à Mboki, mais quand ils sont partis, Mboki est un peu laissé. Mais les FACA et la MINUSCA, disons, toutes les semaines, hein, ils essaient de faire une patrouille pour voir est-ce que la situation dans la région de Mboki se passe très bien et autour de Obo. Donc ça nous sert justement à faire des patrouilles de longue distance avec eux et ça se passe vrai. On leur apporte notre soutien sur disons, des domaines où ils sont un peu en manque.
Et eux, ils nous apportent aussi, disons, leur expertise, leur connaissance de la région et leur connaissance du pays. Et le travail qui se passe ensemble, vraiment apporter des fruits dans la zone. Et retour donc sur le plateau, c'était le général Bala Keïta, qui est le commandant de la MINUSCA, qui s'exprimait donc lors de cette conférence de presse, de la conférence de presse hebdomadaire qui se tient toutes les semaines dans le pays. Joseph-Claude Béliga, vous nous avez retrouvé sur le plateau. Alors, est-ce que vous, je vous ai vu un peu sourire, vous allez me rattraper si ce n'est pas le cas. Alors, les FACA, désormais, voilà, reçoivent autant de reconnaissance de la part de la MINUSCA, l'ONU qui, jusqu'à dernièrement encore, n'était pas d'accord pour une levée de l'embargo sur les armes, justement pour permettre à ces FACA de pouvoir monter en puissance dans les combats qui les opposent à différents groupes armés. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, ça m'inspire tout simplement que la situation se stabilise. Parce que la mission, le rôle de la MINUSCA, c'était quoi? D'abord, la définition, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Donc, le rôle, c'était de stabiliser ce pays. Donc, si aujourd'hui, on permet aux forces armées centrafricaines, qu'on appelle les FACA, de pouvoir avoir l'usage des armes, ça veut dire qu'on a estimé qu'à un moment donné, cet embargo ne servait plus à rien, compte tenu, entre autres, de l'existence de la Lord Resistance Army, c'est-à-dire la LRA, qui est une rébellion ougandaise, qui vient de l'Ouganda, avec comme chef Joseph Kony, qui a été poursuivi par les Américains sans succès, parce que c'était question qu'on l'arrête. Il se présente un peu comme un prophète, comme un messie, c'est ça qu'il parle de l'ordre, c'est-à-dire l'armée de résistance du Seigneur, c'est la définition en français. Donc je dis, si aujourd'hui on pense qu'il faut armer les FACA, ça veut dire qu'on pense que c'est une armée qui commence à se constituer. Parce qu'il faut noter quand même une chose, c'est que la Centrafrique, c'est un pays où il y a eu une succession de coups d'État. Les coups d'État, si les premiers coups d'État, c'est-à-dire celui qui a eu lieu contre Dako par Bokassa, et par la suite, celui qui a enlevé Bokassa, remplacé par Dako, il n'y a pas eu véritablement de problème, même celui de Kolinga qui remplace celui qui, lorsque Kolinga arrive, qui remplace Dako, il n'y a pas, c'est la même armée en réalité. Par contre, lorsque Patassé est renversé par Bozizé, il y a déjà une armée qui existe, la FACA, mais il y a une rébellion en fait qui revient parce que Patassé, je veux dire Bozizé, au moment où il renverse Patassé, il vient avec une armée, avec des hommes armés. Et lui également est renversé par Dotodia, qui vient avec une autre armée. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, la constitution des forces armées en tant que telle ne peut qu'être récente, puisque en fait, c'est des groupes armés qui viennent trouver une armée qui est déjà en place, qui parvient à vaincre cette armée-là et qui prend la place. On voit ça dans certains pays, la Côte d'Ivoire est un exemple patent, où les forces nouvelles viennent retrouver les forces de sécurité et de défense au niveau des FANCI, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la cohabitation est difficile, vous le savez très bien. Elle est difficile même à présent, avec les comzones qui sont hérités, qui sont un héritage de la rébellion, et l'armée régulière qui a été formée selon les canaux normaux. Donc je crois que c'est le même problème qu'on a retrouvé en Centrafrique, dans ce sens que, contrairement à un pays comme le Cameroun, où il y a toujours eu une armée bien organisée, bien ordonnée, sur la supervision d'un chef, là-bas il y a eu beaucoup de chefs qui sont arrivés avec leurs armées, leurs rébellions, qui se sont intégrés dans l'armée régulière, et ça pose un problème. Donc moi je pense que, compte tenu du fait qu'il y a eu à un moment donné, avec l'arrivée de Diotodia, et avec ceux qui l'ont accompagné, excusez-moi du terme, les Séléka, oui, et la contre-rébellion, ou la contre-rébellion, anti-Balaka. Oui. Donc on a eu peur qu'avec cette succession de rébellions, de groupuscules armés, que les armes qu'on donne, si on lève l'embargo, c'est pratiquement tous ces groupuscules qui auront les armes, et ça risque de créer un désordre plus grand encore. C'est pour ça qu'il y a eu l'embargo. Maintenant qu'avec l'intervention de la Russie, on s'est rendu compte qu'une armée est en train d'être créée, on peut donc mieux sécuriser les armes, on peut donc mieux engager, créer une armée républicaine qui puisse pouvoir faire du bon usage des armes
qui seront mises à sa disposition. Des armes qui existent bel et bien dans le pays et donc qui permettent aux FACA, aux forces centrafricaines, de pouvoir être projetées au cœur des différents théâtres d'opération et avec succès, tel qu'on vient d'ailleurs de le suivre dans l'introduction de cette édition et également tel qu'on l'a suivi tout à l'heure de la voix du commandant en chef de la MINUSCA. Nous allons à présent ouvrir le standard, vous nous retrouvez en direct. Et l'interrogation, c'est que vous inspire cette victoire que nous relayons cet après-midi des FACA conjointement avec la MINUSCA. Nous nous interrogeons avec vous, le standard est ouvert, vous nous retrouvez en direct. Alors, Maître Biliga, est-ce que du côté de Moscou, on doit sourire quand on suit un tel résultat, quand on sait que l'essentiel de ce qu'ont les FACA aujourd'hui vient de Moscou, que ce soit les tenues ou encore les armes? Oui. Mais bien sûr, je pense que la Russie joue quand même un rôle important dans la situation, dans le développement de la situation, le développement positif de la situation actuellement en Centrafrique. Et je crois qu'une fois ici sur votre plateau, nous parlions de Berengo avec l'installation de l'armée russe dans l'ancien palais impérial. Les instructeurs, oui. Les instructeurs russes dans l'ancien palais impérial de Borengo, le palais de l'empereur Bokassa Ier. Cela avait créé quelques petits problèmes, mais ça montrait quand même que l'armée est prise en main aujourd'hui. La MINUSCA n'a pas pu jouer ce rôle. Il a fallu qu'il y ait une armée étrangère qui, dans le cas d'espèce, est l'armée russe, oui, qui est venue avec son savoir-faire et avec les armes, et qui aujourd'hui peut donc constituer une armée républicaine au niveau de la Centrafrique. Et dans ce cas-là, cette armée républicaine ne peut pas aller à la guerre sans les armes appropriées. Et elle a cet avantage, c'est qu'elle connaît le terrain. Au contraire, à la différence de MINUSCA et les autres, parce que comme elle connaît le terrain, elle parle avec les populations, elle parle la même langue, les militaires parlent la même langue que les populations. Donc on les fait plus confiance parce que les vieilles personnes par exemple, peuvent leur donner des informations qu'on ne donnerait pas à un étranger par exemple. Donc moi je pense que c'est cette synergie entre la connaissance du terrain par les militaires centrafricains et les armes qui permettent quand même de combattre l'ennemi que les procure la Russie après la levée de l'embargo. C'est cette symbiose, c'est cette combinaison de ces deux facteurs qui permet aujourd'hui que l'armée centrafricaine retrouve, comment je peux dire ça, sa force. Voilà. Et rappelez également que les Nations Unies avaient fait du renforcement des FACA, des forces armées centrafricaines, un enjeu. D'ailleurs, on se souvient encore de cette cérémonie de remise de matériel de construction au camp Kasaï. C'était le 26 juillet 2016, où Diane Corner, qui était donc la représentante spéciale adjointe de l'ONU en RCA, réitérait l'engagement de la MINUSCA à soutenir l'État centrafricain et les FACA à retrouver leur capacité. On va se poser la question tout à l'heure de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement. D'ailleurs, mais avant cela, je vous propose de suivre encore, n'est-ce pas, un extrait de cette cérémonie de remise donc de dons, d'équipements, de matériel, de construction. Donc c'était au camp Kasaï, c'était le 26 juillet 2016. On suit quelques instants et on revient à Maître Biliga. La MINUSCA s'engage une fois encore à soutenir l'État centrafricain et les FACA à retrouver leur capacité en mettant à disposition un lot de matériaux de construction pour continuer à améliorer les capacités d'accueil de formation du camp Kasaï. Et par là même de soutenir la mission européenne EUTM dans son mandat de formation au FACA. La MINUSCA s'est également satisfaite de suivre les efforts et contributions de l'Union européenne, de la France et du Luxembourg dans la poursuite de la réhabilitation du camp Kasaï, qui progressivement retrouve l'essentiel de ses capacités d'accueil et de fonctionnalité, et souhaite que d'autres partenaires puissent contribuer aussi à ces efforts conjoints de réhabilitation. Aujourd'hui, toujours avec le fort de l'Emam, auprès de la MINUSCA, nous avons reçu ces aides qui seront présentées bientôt, faites de matériaux, pour réhabiliter des salles de cours et de dortoirs, qui permettront à l'EUTM qui est venu
nous assister, donc on relais de l'EMAM, à la formation opérationnelle des forces armées centrafricaines. Je les remercie infiniment pour ce fait. Et donc là, Maître Biliga, on est en 2016, mais de 2016 à décembre 2017, pratiquement, il ne se passera pas grand-chose. Des hommes vont être formés, mais n'auront pas d'équipement. D'ailleurs, ce qui a poussé le président Faustin Archange Touadéra, lors de sa sortie sur les antennes d'ailleurs de la télévision panafricaine, à dire que cela ne sert à rien de former des hommes. Ce que le plus important n'est pas seulement de former des hommes, mais c'est également de les équiper en armes. Est-ce qu'on peut dire que finalement les Nations Unies sont passées à côté ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut d'abord former les gens. On ne peut pas les donner les armes s'ils ne sont pas formés. Comment est-ce qu'ils vont utiliser les armes s'ils ne savent pas les manipuler? Donc moi, je dis la formation était prioritaire à mon sens, mais il ne fallait pas non plus attendre très longtemps, parce que lorsque vous êtes formé et que vous n'allez pas dans la pratique, nécessairement, vous perdez un peu la main, comme on dit. Donc je pense qu'il fallait un timing, et ce timing, vous savez, généralement, au niveau des procédures, au niveau des Nations Unies, c'est généralement compliqué. Ce n'est pas aussi facile que ça. Vous savez, c'est une grosse structure, c'est une grosse machine. Donc, arriver, qui concerne plusieurs pays. La Centrafrique, c'est un pays en guerre comme d'autres pays, d'ailleurs, et ils sont nombreux même en Afrique. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu un peu de retard aux yeux des Centrafricains, mais peut-être pas vraiment si on tient compte du délai qu'il a fallu pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir réhabiliter le camp Kassai, pour pouvoir former le personnel, pour les former non seulement de manière théorique, mais également au maniement des armes. Parce qu'au moment où on les forme, s'il y a encore de l'embargo, ils ne peuvent pas utiliser les armes. Il faut donc qu'il y ait des armes, qu'on ait levé l'embargo, pour que les armes leur soient utiles, et même si la formation initiale était essentiellement théorique, maintenant elle devient pratique avec les armes. Je pense que un an et demi, c'est pas trop. Voilà, merci à vous en tout cas. Et direction le standard de la télévision panafricaine à présent, vous nous retrouvez en direct. Alors que vous inspire on va dire, cette grande nouvelle qui nous vient de la République centrafricaine, cette libération d'otages par les FACA avec les éléments de la MINUSCA. On vous retrouve à l'antenne. Bonsoir. 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 Allô, oui, bonsoir, Michel. Bonsoir Michel, merci de nous retrouver en direct. Je suis de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Michel. Oui, je suis très heureux ce soir. Je suis très heureux ce soir d'apprendre que le pays fait la RCA qui a tant souffert vient de constituer une armée autonome. C'est comme tu l'as dit, c'est une grande nouvelle. On ne peut être défendu que par soi-même. Mais il faut avoir des inquiétudes. On espère que cette armée ne sera pas infiltrée par des idéologies. On espère que cette armée, on la laissera travailler pour la libération de la Centrafrique, pour que les gens cessent de vivre dans les broussailles. Faut qu'on laisse cette armée travailler, nettoyer le pays de tous ces gens en armes. C'est une bonne nouvelle, ce pays a vraiment souffert. Il ne faudrait pas que les gens récupèrent cette victoire. Parce que c'est les divisions qui amènent l'inefficacité des armées. La Centrafrique est un pays très sensible. Il faudrait que cette armée reste soudée pour libérer le pays. Pour que la vie reprenne de bon dans ce pays. Merci à vous Michel depuis la Côte d'Ivoire et nous poursuivons
toujours avec le Standard. Mais avant le Standard, retour sur le plateau avec vous, Maître Biliga. Alors, tout à l'heure, on parlait de la réhabilitation du camp Kasaï. Le camp Kasaï qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que le président Touadéra ne prenne la décision, était encore le seul camp où étaient stationnées les forces centrafricaines, avant d'être par la suite donc déployées sur le terrain au cœur des opérations. Mais le président, désormais, veut mettre sur place plutôt une armée de garnison où les hommes sont prépositionnés dans différentes régions militaires à travers le pays, non loin des théâtres d'opération pour une projection rapide. Alors, avec l'adhésion des Russes, est-ce que vous pensez que ceci va pouvoir se faire? Je le crois. Et je pense que si le président Touadéra l'a indiqué, ça veut dire qu'il a bonne raison pour pouvoir le dire. Et le fait que l'armée soit cantonnée tout simplement dans le camp Kasaï, c'est-à-dire à Bangui, oui, ça veut dire qu'en réalité, le reste du pays est entre les mains des groupuscules, des groupes armés. Parce que l'armée se définit également à travers sa présence partout. Il faut que le citoyen, quel que soit l'endroit où il est, se sente protégé par son armée. Donc lorsque l'armée reste tout simplement au niveau de la capitale, ça veut dire qu'on laisse libre cours aux groupes tels que Seleka ou Anti-Baraka et d'autres groupes encore de rebelles et de brigands d'occuper les autres parties du territoire. Et donc je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait ce redéploiement, mais seulement cela passe forcément par la présence d'une armée, comme je l'ai dit, républicaine, c'est-à-dire que ce ne soit pas les armées constituées des anciennes rébellions qui ont pris le pouvoir. Je vous ai dit qu'il y a eu au moins 2 anciennes rébellions qui ont pris le pouvoir. Il y a la rébellion menée par Bozizé, et qui est venue faire le coup d'État au président, je crois pas Tassé, si je me trompe. Et par la suite, il y a eu cette rébellion menée par le président Michel Djotodia, qui est la plus récente. C'est elle qui a amené tout ce problème. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ça a créé ce qu'on appelle une sorte de tribalisme. Même pas de tribalisme, mais une guerre de religion. Parce que Michel Djotodia, malgré le fait qu'il s'appelle Michel, était musulman. Donc on a commencé à parler de musulmans et de chrétiens. Alors que toute la guerre avant, lorsque les Bozizé faisaient le coup d'État ou les Kolumba faisaient le coup d'État, on ne parlait pas d'une religion contre d'autres. Or là, on a parlé de guerre de religion, avec ceci de particulier qu'au niveau du au niveau du kilomètre du PK5, du PK5, oui, il y a à Bangui même, il y a une sorte d'enclave musulmane qui devait être protégée, parce que sinon, elle était régulièrement attaquée par l'anti-Balaka, etc. Donc je dis que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, si on parvient donc à fédérer tous ces groupes, c'est-à-dire que ce soit une armée, une armée nationale comportant et les musulmans, et les chrétiens, et les nordistes, et les sudistes, et les gens de tous les coins, ce serait une très bonne chose. Ce serait d'autant plus une très bonne chose pour nous, Camerounais, que si l'armée centrafricaine devient une armée régulière et républicaine, tout ce qui se passe au niveau de la frontière est de notre pays, c'est l'incursion des bandits qui viennent dans notre pays faire des enlèvements et commettre des meurtres et des razzias. On n'aura plus ça et nous nous sentirons beaucoup plus protégés. Donc nous avons intérêt à ce qu'il y ait une stabilité, une paix et une stabilité en Centrafrique. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous que de savoir qu'avec l'aide de la Russie, la MINUSCA a bougé, donc ainsi, s'est mise à s'impliquer plus véritablement pour la stabilisation de ce pays voisin. Merci à vous, Maître Biliga. Patrick Ouangeng, vous nous retrouvez à l'instant même. Alors que vous inspire cette grande victoire, cet acte, cette bravoure réalisée par les soldats des FACA? Nous vous écoutons. Patrick, est-ce que vous nous retrouvez finalement en direct? Bonsoir. Allô, bonjour Afrique Média. Bonsoir. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média du par le monde. Un bonjour à toi, mon frère et frère Guy Fodop. Bonjour à tous les standardistes bas communiqués. Et alors, oui, bonjour mon chef, il y a des petits problèmes techniques, mais je vais continuer comme ça en espérant que vous m'écoutez. Donc, un bonjour particulier à l'avocat qui est votre panel
C'est-à-dire, concernant le sujet mis à l'ordre du jour, c'est vraiment un sujet d'actualité parce qu'effectivement, il s'agit là de la déstabilisation. Malheureusement, Patrick, nous vous demandons simplement de nous recontacter pour que nous puissions avoir une meilleure connexion et donc vous permettre de véritablement vous exprimer en direct sur la télévision panafricaine. On va poursuivre toujours avec le standard. Vous nous retrouvez voilà, via les différents contacts au bas de votre écran pour commenter cette information, ce fait marquant de l'actualité qui nous vient de la République centrafricaine. Pasteur Soa, vous arrivez à l'instant. Alors, les forces armées centrafricaines saluées par la MINUSCA, est-ce qu'on s'y attendait véritablement? Bonsoir Guy Fondom. Bonsoir. Je voulais saluer le docteur Claude Biliga. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Guy Fondom, ce soir, il faut aussi dire que c'est un grand sujet. La MINUSCA compte sur l'armée centrafricaine pour la stabilité dans le pays. Oui, c'est vrai. Mais la MINUSCA, longtemps la MINUSCA est restée. Et aujourd'hui, si la MINUSCA veut compter évidemment sur l'armée centrafricaine pour stabiliser le pays, mais pourquoi c'est maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous le regard sur l'armée russe qui est en train d'apporter un soutien sans faille, un soutien logistique, une orientation sur tous les plans. Sauf que la Centrafrique soit vraiment un pays équilibré. Mais où vient aujourd'hui cette MINUSCA? Bon, la Centrafrique a vraiment des problèmes, comme chez nous on le dit, que trop de viande, trop de poissons dans la sauce, ça n'est pas gâté. Ce qui veut dire que si la MINUSCA vient, c'est pas mauvais. Mais ma question et ma préoccupation, c'est que pourquoi c'est maintenant là qu'ils arrivent, pendant que les Russes sont en train de faire un travail remarquable. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que Afrique Média est l'expression authentique pour la nouvelle conscience africaine, pour l'africanisation également de notre politique et de l'adaptation de la politique africaine. Et parce que Afrique Média aujourd'hui est en train de faire un travail. Et voici ce que c'est en train de donner. Donc, Bachir, non pas Bachir, excusez-moi, Guy Fondom, je voulais également dire que par rapport à cela, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer, je vais finir avec la situation, c'est-à-dire par rapport les députés en France qui se sont invités même dans le procès de Laurent Gbagbo et qui ont demandé de voir la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis longtemps que le président Laurent Gbagbo est incarcéré, sa femme est incarcérée, tous les pro-Gbagbo sont incarcérés et ils ne comprennent pas. Donc c'est une justice à sens unique, alors que ce n'est pas normal. Donc le député qu'on appelle Michel Arrive, qui demande aujourd'hui qu'il faudrait que Gbagbo soit libéré. C'est salutaire. C'est vrai que plusieurs prennent ça avec certains préceptes, mais nous qui sommes des enfants spirituels, nous comprenons là que c'est une grâce que le Seigneur est en train de permettre parce que depuis longtemps, aucune personne ne parlait également de la libération du Gbagbo, même en France, parce que la population française ne savait pas vraiment dire quoi ou ce qui s'est passé en France, ou ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que les journaux et la télévision, les télévisions, tout ce que vous savez, avaient toujours dit le contraire, avaient tout à menti. Mais grâce à Afrique Média aujourd'hui, qui a permis et qui a fait que le Mediapart est sorti de cette situation afin de pouvoir étaler le transfèrement illicite mensonger de Laurent Gbagbo, qui n'a pas respecté également aucun droit, et aucun droit n'a été respecté, et tout ça, et le monsieur a été transféré. Donc aujourd'hui, tout est mis en nuit. Et voilà, aujourd'hui, on parle également de Sarkozy, aujourd'hui, qu'on est en train de pousser aussi. Donc tout ça, nous disons merci. Mais, Guy Fondom, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Russie a pris sur elle-même de pouvoir stabiliser non seulement la Centrafrique, mais à partir de la Centrafrique, de stabiliser toute l'Afrique. Et voici l'armée américaine qui veut s'installer au Ghana ici. Mais pourquoi cette armée veut s'installer au Ghana? À cause du golfe de Guinée, à cause de la richesse comme de l'Afrique. Et à partir du golfe de Guinée jusqu'à la Côte d'Ivoire, Togo,
Nigeria, Cameroun. Donc, il veut contrôler tout ça. Il y a une petite base au Cameroun. Donc, ce sont des choses aujourd'hui, ce sont des questions sur lesquelles nous devons stabiliser, de sorte que il faudrait que l'Afrique revienne réellement aux Africains. C'est pourquoi nous demandons l'unité africaine, de sorte que les chefs d'État africains ne soient plus également les préfets, les sous-préfets, mais soient vraiment les chefs d'État réels, de sorte de pouvoir défendre également les sujets. Donc, Guy Fodon, je voulais également finir pour poser une question à ton invité ce soir, pour lui dire, comment dire, docteur Claude Bilaga. Docteur Claude Bilaga, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Docteur, est-ce que tu peux vraiment nous dire pourquoi c'est maintenant que cette MINUSCA est en train de poser des actions, il veut construire, il veut réhabiliter, l'école, tout ça, alors qu'ils étaient là, et il y a eu des morts, il y a eu des décès, il y a eu plein de choses qui sont passées. Maintenant que la Russie veut commencer à apporter une stabilité et puis orienter également à apporter une paix, voilà qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui est caché derrière? Voici ma préoccupation. J'en ai fini. Merci à vous, Pasteur Soa, depuis le Ghana, et faire quelques précisions. Rappelez que l'élément que nous avons diffusé là est un élément qui a été tourné en 2016, au moment où les Nations Unies s'engageaient, annonçaient leur engagement pour, une fois pour des forces armées centrafricaines capables d'être efficaces sur le théâtre des opérations et restructurées. D'ailleurs, ils avaient fait, c'était lors de la remise d'un don de matériel pour la réhabilitation du camp Kassai, qui est pratiquement, on va le dire, Maître Biliga, la seule base militaire du pays. Donc, il faut dire que la situation, qu'après, tout à l'heure, on a fait une évaluation pour voir qu'entre cette date et décembre 2017, quand la Russie négocie l'embargo, la levée partielle de l'embargo aux Nations Unies, il ne s'est pas passé grand-chose pour ces FACA-là, parce que ils étaient toujours non équipés et pas vraiment formés en ce moment-là. Oui. Non, mais je crois avoir compris la question. La question, pourquoi c'est à présent? Vous avez répondu partiellement en disant que déjà, il y a cela plus d'un an, on avait déjà commencé à réhabiliter. Mais j'ai même répondu à cette question au départ en disant ceci. L'armée centrafricaine n'existait pas. Je le dis vraiment de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à tout moment, chaque fois qu'on a voulu constituer une armée centrafricaine après le départ du président Kolumba, il s'est posé un problème. Il y a eu la guerre pendant que Batassé était là, qui a amené Bozizé à venir au pouvoir. Quand Bozizé vient, il vient avec ses guerriers qui ne sont pas forcément des militaires formés. Il trouve une armée qui était constituée du temps de Bokassa, du temps de Kolinga ou de Dako. Et après, lui-même, Bozizé est attaqué par Jotodia, qui vient avec d'autres armes. Donc il n'y a pas une armée républicaine en tant que telle. Lorsque Mme Catherine Samba Panza vient pour assurer, je veux dire, l'intérim, la transition pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas d'armée. Il n'y a toujours pas d'armée. Entre-temps, Michel Tutoula est parti rester au Bénin, et les autres ont pris les armes, c'est-à-dire les Séléka, les anti-Balaka se sont opposés aux Séléka. Donc il n'y a pas d'armée. Il y a un résiduel d'armée qui a été constitué, mais il faut noter également que plus des années passent, plus les militaires, même si sont formés, vont soit meurent, soit vont en retraite. Donc, il n'y avait pas d'armée. Il a donc fallu attendre un moment pour qu'on constitue un embryon d'armée sur la base de ce qui était resté de l'armée régulière et sur les différents groupes à travers les négociations pour qu'on puisse aujourd'hui créer une armée qui pourrait être une armée régulière. D'où, dans une première étape, aménager le camp Kassai qu'on devait réhabiliter, par la suite former les militaires, et maintenant qu'ils sont formés au maniement des armes, à la formation militaire, au droit international humanitaire, etc. Et là, on leur donne maintenant les armes pour pouvoir aller combattre les troupes ennemies. Et vous savez, il y a un problème qui se pose toujours avec les missions des Nations Unies. Il y a des mandats qu'on leur donne. Ça dépend. Il y a des missions qui sont offensives. Il y a des missions des Nations Unies qui ne sont pas du tout offensives, qui sont là à titre d'observation. Alors, vous voyez par exemple, au niveau de la RD Congo, avec la MINUSCO, elle est critiquée tous les jours parce que les gens ne comprennent pas que cette mission soit là, mais que malgré cela, qu'il y ait des rebelles qui viennent attaquer
les populations et l'armée régulière. Donc je veux dire qu'il faut d'abord circonscrire le mandat, déterminer le mandat de la mission des Nations Unies qui est sur le terrain. Et dès qu'on l'aura déterminé, dans le cas d'espèce, la stabilisation, mais elle ne pouvait pas s'engager sans qui est l'armée régulière, qui est les forces centrafricaines, qui doivent prendre elles-mêmes en charge la défense de leur pays, parce que la souveraineté d'un pays passe également par le fait que ce pays est capable de pouvoir se défendre sans forcément attendre l'intervention des pays tiers ou des organisations internationales. Alors, on va voir ce qu'en pense le téléspectateur qui arrive à l'instant. Monsieur Dikongué, vous nous retrouvez justement du Cameroun. Bonsoir, merci de nous retrouver. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que les FACA soient salués par les membres, par le commandement de la MINUSCA, comme cela a été le cas précédemment? Bonjour, Monsieur Fondo. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux utilisateurs du Front des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Alors, je voudrais dire que c'est une grosse arnaque. Pour beaucoup qui ne savent pas, l'ONU n'a pas d'armée. L'ONU, c'est une organisation installée pour des gens qui s'organisent dans le pillage des pays. Il faut savoir que tous ces militaires que vous voyez avec les casques bleus et autres, ce sont des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés pour venir commettre pour une mission que les bailleurs de fonds financent. Prenons par exemple le cas de la RCA. Vous avez entendu la dame qui parlait du Luxembourg. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que le Luxembourg vient faire en République centrafricaine? Il faut savoir que le Luxembourg exploite beaucoup le diamant de la République centrafricaine. Donc, tous ces militaires que vous voyez là travaillent pour servir d'abord le Luxembourg, etc., etc. Pas les Nations Unies. Les Nations Unies, ça n'existe pas. C'est quelque chose comme ça où des groupes d'intérêt montent un projet et disent que bon, pour là-bas, il faut qu'on déploie une force armée pour contrer X, Y, Z et surtout fragiliser l'armée locale. Ce que vous voyez actuellement, où la MINUSCA invite quelques militaires centrafricains, c'est pour donner, si vous voulez, une petite réponse dans la communication à ce que la Russie, qui sait ce que c'est que la guerre, est en train de faire en Afrique. Parce que la Russie ne fait pas ça pour nous, parce que la Russie nous aime. Non, la Russie vient en Afrique pour fragiliser l'Union européenne. Donc la présence de la Russie en Afrique est une bonne chose pour les indépendantistes africains. Donc tout ce que vous entendez là, la MINUSCA est partie avec les militaires FACA, libérer des gens qui ont fui, etc. Il suffit de prendre le coup de téléphone et appeler les militaires, les gens qui sont dans une localité, leur dire partons, on arrive. On a vu ça en Côte d'Ivoire. On a vu ça au Cameroun, on a vu ça quand ils violent les filles, les enfants dans nos pays. On ne voit pas tout ce qu'ils font là. Donc tout ça, c'est du cinéma. Ces gens sont nos ennemis. Il faut bien comprendre cela. Il n'y a pas de discussion avec eux. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ils offrent du ciment, ils offrent du bois. Mais ça, une collecte rapidement organisée au Cameroun peut donner autant que ce que nous avons vu là à la télévision. Les Centrafricains doivent être armés. J'ai vu, c'était en janvier 2012, en début d'année, pardon, excusez-moi, en janvier 2018, en début d'année, l'armée, la MINUSCA a fait la même opération avec les militaires. Et ils sont allés, je ne sais pas dire le nom, mais Poids ou Paou, je ne sais pas comment on dit ça, et ils ont fait le même cours de communication, et puis ils sont arrivés dans la ville, et les gens ont dit, mais écoutez, vous venez là, après vous allez repartir à Bangui, et vous allez nous laisser avec ces gens ici. Ils vont brûler nos motos et nous menacer comme d'habitude. Donc arrêtez, ça ne venait même plus ici. Et vous savez que de plus en plus en République centrafricaine, ces gens sont conspués, on lance des pierres sur les soldats onusiens, etc. Donc ce qu'ils essaient de faire, c'est de colorer un peu. Ils essaient de trouver quelques militaires qui pour la plupart, souvent, et là souvent sont des traîtres, comme nous avons vu par exemple en Côte d'Ivoire, nous avons vu le général Mangou, les Kassaraté, qui travaillaient en intelligence avec l'ONU. Et puis vous avez vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc on identifie quelques FACA pro-MINUSCA, pro-Union européenne, pro-Luxembourg, pro-Nations Unies, et on les amène faire des combats, mais ils restent bien dans les chars, bien à l'abri. Et ceux qui font le boulot, ce sont les gens que vous voyez là, ces mercenaires. Mais c'est pour donner certaines couleurs centrafricaines à l'opération Kimbini. Pourquoi? Pour dire, oui, écoutez, c'est vrai que les Russes sont là, mais nous, comme M. Billigam a expliqué tout à l'heure, que oui, il fallait d'abord former, il fallait d'abord, vous savez, tous les dimanches intellectuels. Mais quand vous n'avez jamais été dans une situation où vous voulez survivre, croyez-moi, vous apprenez à utiliser l'arme en une nuit.
Et nous avons déjà vu faire cela. Il faut simplement qu'on fasse des réformes en Afrique, qu'on arme le peuple. 600 personnes ne peuvent pas menacer tout un peuple. J'entends parler de Boko Haram au Cameroun et de ça. Mais ils sont combien? Nous sommes 23 millions. On fasse les réformes, on fait la paix entre nous, on essaie d'appuyer tous nos différends entre nous, et puis on arme le peuple. Croyez-moi, Boko Haram ne pourra pas faire 1 centimètre à l'extrême nord. Pas besoin d'appeler l'armée. Pas besoin d'appeler tous ces militaires, tout ça. C'est inutile. Les villageois vont défendre leurs maisons et leurs villages. Il faut qu'on arme chaque citoyen. Comme ça se passe en Israël. Les Israéliens qui forment nos militaires, c'est comme ça que ça se passe en Israël. Tous les Israéliens ont des armes pour défendre ce qu'ils ont volé au peuple palestinien. Donc c'est ça la réalité. Il faut que ces gens arrêtent, que la MINUSCA quitte la Centrafrique et qu'on laisse les Centrafricains se battre par eux-mêmes. Je vous remercie, M. Fondor. Vous pour votre intervention au standard, et nous allons toujours poursuivre avec différentes interventions avant de revenir sur le plateau une fois de plus avec notre invité Maître Biliga. Et en attendant, je vous propose, Maître Biliga, un tour rapide de Bangui, des images que nous avons ramenées de notre mission qui vient d'ailleurs de se terminer dans le pays. On va voir que Bangui est sécurisé pratiquement à 100%. Les populations vaquent à leurs occupations. Les rues ne sont plus aussi... on n'observe plus autant de déploiement des casques bleus ou alors des forces internationales ou même des forces internationales dans les rues. On le voit, Maître Biliga, à travers ces images. On va voir également que, voilà, sur un point, par exemple, comme devant l'hôtel Ubangui, on ne voit plus de casques de chars prépositionnés, stationnés avec des troupes, comme ce fut le cas il y a à peu près 2 ans maintenant. La situation la situation est pratiquement à la normale. Là, on a une image du centre-ville, à quelques pas seulement du palais présidentiel, où on voit effectivement que les populations vaquent à leurs occupations. On a une gendarmerie de la République centrafricaine qui monte également en puissance dans l'observation du respect de la loi. On a une police également qui se met en mouvement. Comment est-ce que vous percevez tout ça? Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, ce sont des bonnes nouvelles, c'est de bon augure que la vie reprenne d'une manière normale, que l'État l'État soit rétabli dans son autorité. Mais je voudrais un peu revenir avec votre permission sur ce que vient de dire notre dernier auditeur. Je m'inscris en faux contre le fait de dire que l'ONU, c'est les mercenaires. Je pense que nous avons peut-être ce langage qu'on veut utiliser, mais l'ONU est née à la suite de la Société des Nations parce qu'il y a eu la guerre, qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui a eu lieu, et on a pensé que pour stabiliser le monde, pour qu'il y ait quand même un endroit où les gens peuvent s'asseoir pour parler, etc. Il est vrai qu'il y a, je crois, je ne sais pas si c'est un Français qui disait que l'ONU est un machin. C'est peut-être un machin, mais l'ONU joue quand même un rôle important dans la paix dans le monde. L'ONU joue un rôle important pour la stabilité dans le monde de manière générale. Lorsqu'on voit l'ONU, l'ONU a un certain système en réalité. Il n'y a pas que l'ONU. À travers l'ONU, vous avez l'ONU-SIDA, l'ONU-FEMM, vous avez le FAO, vous avez l'UNESCO et l'OMS, etc., qui chaque organisation a une structure bien déterminée, un domaine bien déterminé. L'UNESCO pour la culture, etc. Il y a l'UNICEF pour les enfants, il y a l'OMS pour la santé, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas réduire l'ONU à ce qu'on appelle à un groupement de mercenaires venus pour pouvoir exploiter les richesses d'un pays déterminé. Non, n'oubliez pas que nous faisons partie de l'ONU, le Cameroun, et que nous avons très régulièrement eu à envoyer nos militaires dans ces pays, même en Centrafrique tout récemment. Je crois le général Toumeta, qui est décédé, était en Centrafrique. Donc on ne peut pas dire que, même s'il n'était pas sur le jeu de l'ONU, mais il était quand même dans des missions de stabilisation dans des pays. Donc moi je ne pense pas que ce soit cela. On peut faire beaucoup de reproches à l'ONU, tout le monde le sait, avec ce problème de droit de veto qui est reconnu à 5 pays
Conseil de sécurité, oui, ça pose problème. Mais je vais dire qu'on ne peut pas, à cause de cela, dire que l'ONU c'est un machin et que l'ONU ne sert à rien et que les militaires de l'ONU sont là pour pouvoir... Parce que là, si vous regardez la composition, par exemple, des missions des Nations Unies dans les pays, que ce soit Haïti ou autre, vous trouverez tout le monde, pratiquement. Vous trouverez les Camerounais, les Ougandais, les Burundais, les Népalais, les Chinois, pratiquement tout le monde. Ça veut dire que, sauf si on me dit que toutes ces personnes-là ont un commandement qui les invite à aller prendre le diamant centrafricain ou le diamant partout où ils sont pour pouvoir se le partager. Je ne crois pas que ce soit possible. Je dis qu'il y a des reproches qu'on fait à l'ONU. Vous savez, les reproches qu'on a fait tout récemment avec les viols des femmes et autres. Oui, c'est un problème. Les membres qui constituent, les militaires qui constituent l'ONU sont des êtres humains avec leurs faiblesses et on essaie autant que faire se peut de pouvoir les sanctionner quand on le peut. Mais moi, je dis, je m'inscris à faux contre le fait qu'on dise que l'ONU c'est un machin et que les militaires sont des mercenaires. Merci pour votre commentaire et rapidement, nous retournons au standard avec cet appelant qui nous arrive à l'instant. Monsieur Abou, vous êtes au Royaume-Uni, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abou. Vous êtes au Royaume-Uni. Bonsoir. Ok, merci. Bonsoir, monsieur Guy Fandop. Bonsoir. C'est monsieur Abou depuis le Royaume-Uni. Je salue votre invité. Bien vrai que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit à propos de l'ONU, mais nous sommes courtois sur Afrique Média. Je salue aussi un ami et confrère, Pasteur Soa du Ghana, que je salue chaleureusement. Maintenant, je salue aussi le call center qui fait un très grand boulot et le PDG Justin Tago que j'aime beaucoup. En ce qui concerne la problématique de ce soir, sur le fait que les forces FARC de la Centrafrique commencent déjà à avoir des victoires. Et cela nous montre une énième fois encore la bonne foi de la Russie. C'est-à-dire que cette Russie-là, c'est le paradoxe entre la soi-disant communauté internationale autoprogrammée, qui depuis partout où elle met les pieds, les problèmes ne sont jamais résolus, mais plutôt les problèmes s'empirent. En Centrafrique, depuis que la MINUSCA était là, les problèmes s'empiraient, les tueries n'ont jamais cessé, la guerre n'avait jamais cessé. Aujourd'hui, nous voyons, la Russie met les pieds, comme elle a fait en Syrie. Les solutions et les résultats sont probants. On voit les résultats palpables. Les résultats sont cash-cash, direct. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, contrairement à ce que cette minorité d'Africains qui refusent de grandir pensent que non, les Russes ne sont pas des bons partenaires, nous leur disons toujours que nous, sur Afrique Média, notre combat, on ne fait pas de jugement de personne. On juge sur les faits. Vous comprenez? Et cela aussi va à l'encontre de ce que disait votre invité tout à l'heure. Quand il parlait, il était en train de faire l'apologie de l'ONU. Mais nous disons, faisons un bilan succinct de l'ONU. L'ONU rentre au Congo au temps de Lumumba. L'ONU est impliquée directement dans la chute de Lumumba et dans l'assassinat de Lumumba. Aujourd'hui, l'ONU n'a jamais élevé un quelconque mandat contre les assassins de Lumumba. L'ONU, on voit dans un cas récent de mon pays, la Côte d'Ivoire, l'ONU est venue là-bas avec une feuille de route de faire tomber Babo Vakevai et de l'emmener en prison. C'est pas parce que l'ONU fait intervenir tous les pays, des gens, des pays que l'ONU est crédible, mais quand on fait intervenir tous les pays, que les pays n'ont pas droit de réponse, ils n'ont aucun ordre à donner. Ils suivent qu'une feuille de route qui est donnée depuis soi-disant 5 membres autoritaires à l'ONU. 5 pays qui sont autoritaires à l'ONU, quand on enlève la Chine et 3 pays seulement, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Vous comprenez? Donc, quand on veut venir s'asseoir sur Afrique Média, on dit, Afrique Média, ça fait 5 ans maintenant que nous sommes dans le combat. De grâce, même si vous voulez vous faire de la publicité pour que les organismes internationaux vous remarquent et vous appellent pour travailler là-bas, nous disons que nous ne sommes pas contre le fait du principe d'organismes internationaux, mais nous sommes le fait du principe où il y a de l'injustice là-bas. C'est-à-dire qu'il y a de l'hypocrisie et le fonctionnement est toujours biaisé, mais fait toujours contre les intérêts de l'Afrique.
la MONUSCA était là depuis. On a vu que c'est eux qui font toujours la promotion de la démocratie. Un président a été élu en Centrafrique de façon démocratique. Il n'a jamais pris les armes. En principe, ils devaient tous courir devant lui pour lui donner les armes. Ça dit que quand on parle d'embargo, un pouvoir légitime, pourquoi on va faire embargo d'armes sur eux? On dit que non, c'est pour prévenir que les rebelles prennent l'accès aux armes pour acheter des armes. Mais c'est du pipeau. Qui dit qu'on doit vendre des trucs aux rebelles? On vend un gouvernement légal. C'est ce qui est normal. On ne peut pas mettre un gouvernement légal dans le même sac que les rebelles. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont mis le gouvernement légal de son excellence Gbagbo dans le même sac que les rebelles, comme si les rebelles étaient une république, comme s'ils étaient un État. On fait embargo et puis on dit, donc, dorénavant, c'est-à-dire dans un pays, un groupuscule peut s'élever. À cause d'eux, seulement, on va bloquer l'accès, truc comme on appelle ça, à payer des armes pour que le pays se défende. Parce qu'un groupuscule s'est élevé, donc on fait un embargo général. Mais c'est ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Et c'était un crime contre l'humanité qu'on opérait contre la République de Centrafrique. Mais grâce à Dieu, la Russie est venue régler ce crime contre l'humanité en donnant des armes, en permettant, informant une armée centrafricaine. Et c'est ce que nous, on a toujours dit, c'est ce qui est normal. Un pays doit avoir sa propre armée pour se défendre. Quant à savoir que cette armée est faible ou pas, c'est pas ça le problème. Cette armée doit être d'abord la fondation qui est là pour défendre les propres intérêts, le territoire du pays. Et on a vu les résultats sont probants. Quel peuple au monde, on va lui donner les armes, on dit défendez votre territoire, et ils ne vont pas le défendre vaillamment. Et maintenant, en retour, en revanche, quels sont ces gens qui vont sortir d'ailleurs, qui ne sont pas d'un territoire, qui vont venir sur un territoire et défendre ce territoire-là vaillamment? Ça n'existe pas. Donc, la MONUSCA, eux, ils viennent que pour leur argent. Justement, c'est parce que ce sont des fonctionnaires internationaux comme votre invité cherche à le devenir dans le futur. C'est justement, ils n'ont pas l'intérêt que la guerre finisse en Centrafrique. Ces fonctionnaires internationaux-là sont biaisés parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, c'est une hypocrisie qu'on doit arrêter. On doit armer les vraies armées de chaque pays africain pour qu'ils se défendent comme ce que la Russie a fait. Elle a donné aujourd'hui la souveraineté à la Syrie. Elle est en train de donner la souveraineté à la République centrafricaine. C'est ce qu'on dit les vrais partenaires. Des partenaires qui apportent des résultats et des solutions directes. Et on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Ça fait 60 ans que nous vivons avec les Français. Il n'y a pas de solution. On s'enfonce dans le gouffre. Mais quel est ce majocisme chronique dans lequel 15 pays africains sont mis et ils ne veulent pas signaler leur ras-le-bol? À quel moment ils vont se lever pour dire que non, les Français, on en a marre. Non seulement vous nous tuez, vous nous volez tout, mais vous ne nous respectez pas. Vous nous haïssez de façon foncière. Donc c'est ça un peu. Et je termine pour parler de la Côte d'Ivoire, pour dire que aujourd'hui, on sous-entend même, on flaire même le fait que même on puisse parler en question de Alassane Dramane d'un troisième mandat. Mais je me dis que ce monde-là, il est malade ou bien c'est moi qui suis malade, c'est moi qui marche sur la tête ou bien... Mais Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est venu pour dire que non, Laurent Gbagbo s'accrochait au pouvoir, qu'il n'était pas démocratique, il n'était pas un démocrate. Et lui-même, dans toute l'étiquette qu'on a donnée, l'étiquette qu'on a fait pour prédominer, pour le mettre au pouvoir, on a dit que c'était un démocrate, c'était un parfait démocrate. Vous comprenez? Alors, pour lui seul, qu'on met à son actif depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, on met à son actif, d'abord, il a envoyé la carte de séjour qui a divisé les Ivoiriens. Maintenant, après, il a envoyé ce qu'on appelle la revendication armée, qui a fait que les Ivoiriens, maintenant, n'ont plus peur de couler le sang de leurs semblables. C'est lui qui a envoyé le fait que, on dit que non, la religion, que lui, il est musulman, alors que c'est un buveur d'alcool, c'est un mangeur de porc, il dit qu'il est musulman, que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit au pouvoir. C'est lui qui a envoyé cette division des religions. C'est lui qui a envoyé encore cette division ethnique pour dire que non, comme il est nordiste, alors qu'il sait qu'il n'est pas du Nord. Vous comprenez combien de fois quelqu'un peut être foncièrement mauvais d'une pathologie criminelle et psychopathe d'une envergure incommensurable et indimensionnelle. Parce que c'est quelqu'un qui n'est vers la fin, on se demande même s'il a une cervelle, il est vraiment un cervelle, il ne réfléchit même pas. Il est là que pour gâter, il n'a jamais arrangé. Ça fait 6 ans qu'il est là. Au moins même fait un semblant de réconciliation, il ne fait pas réconciliation.
tous les opposants ont leur compte gelé. Ils sont en exil. Ils sont en prison. Ils meurent en prison. Il n'a aucun cœur. Maintenant, il veut faire quoi? Il veut gâter le pays encore pour parler d'un troisième mandat. Mais je me dis, et puis les Africains sont là, ils regardent ça. Mais un gars comme ça, on doit s'associer pour le foudroyer. Pour le foudroyer, tous les Africains doivent se lever puis signer leur ras-le-bol. On n'a pas que lui à faire dans ce monde-là. Lui seul, il vient dans un pays, il ne respecte pas la Constitution, il définit tout en son cadre. Mais quel est cet individu-là qui pense qu'il est le centre du monde? À part lui, il n'y a plus quelqu'un. Donc, vous comprenez que cette fois-ci-là, s'il y a vraiment des amis de la Côte d'Ivoire qui existent dans ce monde-là, c'est le moment de dire trop, c'est trop. Et franchement, c'est lever partout dans le monde et maintenant mettre fin à cette hypocrisie, à cette méchanceté profonde et stérile de cette mafia internationale qui parle quand c'est dans les autres cieux, mais tout ce qu'Alassane fait au pays là-bas, ils sont tous bouche bée. Et c'est pourquoi que nous supportons la Russie, c'est qu'elle est en train de faire en République centrafricaine, contrairement à ce que cette communauté internationale est autoproclamée. Depuis, était là-bas, n'a rien fait du tout, mais la Russie est venue. En un seul mois, on voit déjà les résultats. Et en Côte d'Ivoire, nous disons qu'Alassane, s'il est vraiment un être humain, qu'il arrête de faire cette méchanceté stérile, parce que nous, depuis, nous sommes restés calmes parce qu'on ne veut pas détruire le pays. Mais s'il continue, on va tous mourir. Voilà. La patrie de la mort, nous vaincrons. Au revoir. Bye bye. C'était M. Abou depuis le Royaume-Uni. Au revoir. Merci à vous. Et nous revenons sur le plateau. Maître Biliga, vous souhaitez réagir? Notre téléspectateur, très préoccupé par... même si c'est vrai qu'avec des termes... ils n'ont rien compris tout de suite. Je parle d'une chose. L'ONU, ce n'est pas un pays. L'ONU, c'est un groupe de pays, parmi lesquels la Russie. Donc si on condamne l'ONU, on condamne la Russie. Or, eux font l'apologie de la Russie. La Russie a un droit de veto. Donc s'il y a une décision qui est prise au niveau de l'ONU et que au niveau du Conseil de sécurité et que la Russie n'est pas d'accord, elle ne sera pas appliquée. Vous voyez bien la contradiction entre ce qu'ils disent. Moi, ce que je dis... Est-ce qu'ici, parce qu'ici, ils sont plutôt en train d'interpeller, d'interroger le manque de résultats d'un certain nombre de missions. On peut prendre le cas de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit... juste avant même les indépendances, ils étaient déjà là, oui. Je vous ai dit ceci. Il y a beaucoup de reproches qu'on fait à l'ONU. J'ai commencé par là. J'ai parlé de la MINUSCO la MINUSCA. Comment on dit ça? La MINUSCO au Congo. Oui. J'ai dit le reproche qu'on a fait là-bas, qu'on continue à faire. Je suis d'accord. Lorsque vous posez la question face à l'inaction de l'ONU, c'est par rapport au mandat qu'on donne. Il y a plusieurs étapes au niveau des mandats qu'on donne aux militaires de l'ONU. Il y a ceux qui sont là pour le maintien de la paix. Il y a d'autres qui ont un mandat qui les permet d'utiliser les armes, d'être offensifs. D'autres sont défensifs, c'est-à-dire on défend tout simplement, par exemple, des structures. Maître Biliga, on peut également comprendre la préoccupation de notre téléspectateur quand on se rend compte qu'un mandat qui a été accordé ne permet pas à la situation sur le terrain. Mais c'est qu'on fait donc en ce moment-là, on modifie le mandat. Oui, mais dans le cas précis d'un pays comme la République démocratique du Congo, alors pourquoi n'avoir pas justement modifié le mandat depuis plus de 40 ans pour qu'on puisse aboutir à une force qui pacifie le pays? C'est ce que je dis, c'est la République démocratique du Congo, c'est ce que les dirigeants disent. Ils ont demandé à l'ONU de partir plusieurs fois parce qu'ils estiment que l'ONU n'est pas efficace. Je ne suis pas là pour défendre l'ONU. Ceux qui pensent que je vais aller être fonctionnaire international, ils se trompent. Ils ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis Camerounais du pur sang. Moi, où je devais y aller il y a cela une quinzaine d'années où j'ai été sollicité, je ne suis pas parti. Donc, ce n'est pas maintenant que je partirai. Donc, ce n'est pas ça le problème. Pour moi, c'est un faux débat. La seule chose que je dis, c'est qu'on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. L'ONU, c'est une structure qui avait un rôle bien déterminé, rétablir la paix. Peut-être que l'ONU a échoué, c'est possible dans certaines missions. Mais il y a des endroits où l'ONU également a quand même joué un rôle important. À travers ces organisations, ne voyez pas l'ONU, ne limitez pas l'ONU à la MINUSCA ou à MINUSCO. L'ONU ne fait pas que le maintien de la paix avec les armes, non. L'ONU, c'est un groupe qui a des sous-groupes dont j'ai parlé, par exemple, de l'UNICEF, de l'UNESCO, etc. C'est les Nations Unies qui rentrent dans ce domaine-là. C'est comme ça que c'est ça que je voulais faire comprendre à ce monsieur. Et je terminerai en disant ceci.
Le problème de la Centrafrique, c'est que jusqu'à récemment, la Centrafrique n'avait pas une armée. Elle était constituée des rebelles, pardon, aussi, par des personnes qui sont venues avec Michel de Todia au pouvoir, qui n'étaient pas des Centrafricains formés comme militaires. Ils ont trouvé une armée qui avait laissé Paterse, qui, elle, avait été battue par l'armée de Bozizé, je veux dire de Bozizé, et celle de Bozizé également, au moment où Bozizé a voulu faire une armée, et Djotodia est arrivé, il y a également avec ces personnes qui ne sont pas tous centrafricaines. Donc pour pouvoir former une armée, il faut bien qu'il y ait un temps qu'on puisse prendre et ces gars-là, c'est-à-dire ceux qui sont les Centrafricains, qui ont été formés comme l'armée régulière, qui ont été battus par ceux qui sont venus de l'extérieur pour prendre le pouvoir, et ceux-là, qu'on puisse leur permettre de vivre ensemble pour pouvoir constituer une armée républicaine. C'est ce que j'ai expliqué. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, avec les forces nouvelles qui sont venues avec Soro et autres, et l'armée ivoirienne qui était là. Elle était là, cette armée-là. Elle a combattu, elle a été battue. Maintenant, on ne peut pas du coup dire qu'il y a une armée, tant qu'il y a eu cette étape où on doit pouvoir réconcilier les gens qui étaient hier des ennemis. Ça s'est vu en RD Congo, ça s'est vu au Rwanda avec l'armée de FRR, le président, l'actuel président Kagame, oui. On l'a vu au Burundi également, avec le président qui est arrivé, qui est venu dans un premier temps avec une armée. Donc il faut qu'on ait le temps de pouvoir réconcilier ces différents groupes, qu'on constitue une armée républicaine. Et cela, effectivement, passe par la formation et par l'équipement, et surtout, je dirais, par l'équipement, par la fourniture d'équipement. C'est ce que fait la Russie depuis le mois de décembre dans le pays, et cela commence à porter ses fruits avec cette victoire donc enregistrée il y a 3 jours sur les éléments de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, 17 otages libérés, et ces éléments-là poussés dans la forêt, ils ont fui, disait d'ailleurs quelqu'un que nous avons pu joindre au téléphone, et nous tentons de comprendre que votre analyse de cette information, votre lecture de cette actualité qui nous vient de la République centrafricaine, alors que on va retourner à la réalisation, à présent suivre encore une fois de plus un extrait de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, d'ailleurs, qui revenait sur cette offensive contre les éléments de la LRA, une offensive des FACA, appuyée bien sûr par la MINUSCA, un succès salué. Notre coopération avec les FACA a commencé à Obo, et on fait de l'excellent travail pour gérer, disons, la LRA, et je pense qu'il y a 3 jours de cela, ils ont réussi à libérer justement des otages que la LRA avait pris dans un village. Bon, et la suite, bon, il paraît qu'il y a des versions différentes, on peut toujours en discuter, mais ce que nous, on a eu sur les rapports des gens qui sont partis faire la mission, c'est-à-dire les FACA, et nos troupes qui sont là-bas, ils ont libéré les otages qu'ils ont ramenés dans leur village. Bon, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas uniquement la lutte contre la LRA, mais aussi contre les groupes armés. Comme vous le savez, à Mboki, entre Obo et Zemio, il y a Mboki, hein, et on n'est pas présent à Mboki, malheureusement. L'unité de l'Union africaine qui était soutenue par les Américains avait une base à Mboki, mais quand ils sont partis, Mboki est un peu laissé. Mais les FACA et la MINUSCA, disons, toutes les semaines, hein, ils essaient de faire une patrouille pour voir est-ce que la situation dans la région de Mboki se passe très bien et autour de Obo. Donc ça nous sert justement à faire des patrouilles de longue distance avec eux, et ça se passe vrai. On leur apporte notre soutien sur, disons, des domaines où ils sont un peu en manque. Et eux, ils nous apportent aussi, disons, leur expertise, leur connaissance de la région et leur connaissance du pays. Et le travail qui se passe ensemble, vraiment apporter des fruits dans la zone. Voilà, la MINUSCA donc, qui s'appuie sur les FACA. On en parle dans cette émission alors qu'il y a eu ce coup d'éclat, 15 otages de la LRA libérés dans le village de Koubou, à une quinzaine de kilomètres d'Obo, dans l'extrême sud-est du pays. Maître Biliga,
Tout à l'heure, vous allez à présent vous résumer un tout petit peu parce que nous sortons de cette émission dans quelques minutes. Et donc tout à l'heure, vous avez effectivement martelé la nécessité d'avoir une véritable armée centrafricaine capable de sécuriser le territoire, une armée bien formée, une armée équipée. Monsieur Bala Keïta vient de me donner raison. Il vous a dit qu'ils allaient en patrouille parce qu'ils n'ont pas de caserne de ce côté-là. Il y a une seule caserne, c'est au camp Kassai. À Bangui. À Bangui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'armée centrafricaine en tant que telle. Dans ceux qui disent qu'on laisse l'armée centrafricaine aller se battre, il n'y en a pas. Et donc, il faut la constituer. Et je voudrais dire également que la LRA n'est pas centrafricaine. Elle est ougandaise. Ce sont des rebelles ougandais qui viennent, comme Boko Haram fait souvent chez nous, viennent dans les villages ramasser les bœufs, ramasser la nourriture pour aller s'approvisionner. C'est la même chose que la RRA fait depuis des années avec Joseph Kony. Et ils viennent faire des razzias, prennent des choses au niveau de la Centrafrique, parce qu'ils ont la même frontière avec la Centrafrique, et ils s'en vont. Mais le monsieur Bala Keïta vous a dit qu'il n'y a pas que seulement la RRA, il y a également les groupes armés, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire les Séléka, qui sont subdivisés en plusieurs groupes, la même chose qu'avec l'anti-Bala Kassan, qui est un gouvernement, je veux dire un commandement central, sont subdivisés, sont transformés en brigands pour arracher, pour tuer, etc. Les forces armées centrafricaines au jour d'aujourd'hui n'ont pas la capacité, ni en termes d'effectifs, ni en termes de formation, ni en termes de moyens logistiques pour pouvoir s'attaquer à cette personne. Mais également, c'est pour cette raison que l'intervention de la Russie est nécessaire pour leur formation et également celle de l'UNESCO, de la MINUSCA, pour pouvoir les accompagner dans ces patrouilles. Dans les théâtres, sur les théâtres d'opération. Voilà, c'est ça. Et donc les Russes qui forment toujours à Berengo, qui forment des FACA à Berengo et qui les équipent pour pouvoir les reverser par la suite désormais dans les différentes garnisons, parce que le président Touadéra compte mettre sur pied plutôt une politique sécuritaire une politique de défense plutôt de garnison, avec des hommes stationnés non loin de certains foyers. On a commenté tout cela sur le plateau avec vous. Et une autre information, voilà, le commandant de la force de la MINUSCA annonce qu'une opération conjointe avec les FACA annonce qu'une opération conjointe donc, de la MINUSCA avec les FACA pourrait bientôt être organisée à Bangassou pour y ramener la paix qui prévalait avant que cette ville du sud-est de la RCA ne devienne la proie des groupes d'autodéfense qui se présentent aujourd'hui davantage comme étant des groupes terroristes. Là où il n'y a pas l'armée, le désordre, elle intervient. Les gens se créent, il y a des petits rois télé qui se prennent pour des rois, qui vont prendre des parties du territoire et qui imposent la taxe, qui imposent des impôts, qui imposent leurs lois. On l'a vu au Mali. Même aujourd'hui, il y a des endroits comme les Gao et autres qui sont encore entre les mains des djihadistes, alors qu'il y a une armée, il y a un gouvernement central avec une armée, mais qui ne parvient pas à y aller. Donc je veux dire que c'est là l'intérêt d'une armée forte. Moi, ce que je déplore en réalité, c'est que l'ONU, qui devait être cette force-là, qui fédère tout le monde, qui devait prendre toute et la logistique et la formation, l'intelligence des autres pays pour pouvoir faire une armée forte, est le parent pauvre en réalité dans ce système de sécurisation. Parce que lorsqu'on arrive par exemple dans les pays, on vous dit il y a Barkhane qui est là, qui est une opération française. On a comme l'impression que les Français ou les Russes et les autres sont plus présents et ont plus de moyens que l'UNESCO, que l'ONU, que les armées, l'armée, les casques bleus de l'ONU, alors que normalement c'est l'ONU qui devait avoir tous ces moyens-là. On a comme l'impression qu'ils ne veulent pas donner les moyens à l'ONU, ne veulent pas donner leurs hommes à l'ONU, ne veulent pas donner leur intelligence, je veux dire les formateurs à l'ONU. Ils préfèrent plutôt venir avec leurs armées, avec leur logistique, et rester parfois à côté de l'ONU. Vous voyez que dans certains pays, on vous dit, il y a l'ONU, il y a la MINUSCA, MINUSCO, il y a au niveau du Mali, mais à côté, il y a les forces Barkhane, il y a telle opération, on a vu une fois l'opération Manta au Tchad, etc., commandée par les Français. Donc ce qu'on aurait souhaité, c'est que l'ONU, que lorsqu'on envoie les militaires sur le terrain, qu'on leur donne plus de moyens et que le mandat qu'on leur donne ne soit pas seulement un mandat défensif, qu'il soit un mandat offensif. Parce que tant qu'il est défensif, ils n'ont pas la capacité de pouvoir, par exemple, tirer.
il y a beaucoup de missions des Nations Unies sur le terrain qui n'ont pas le droit de tirer même un coup de fil. Et donc, en matière d'autodéfense. Ce qui, quelque part, donne raison à notre téléspectateur qui pense que l'ONU va maintenir le statu quo, un statu quo qui pourrait durer éternellement, avec un pouvoir central qui, malheureusement, ne va donc jamais contrôler 100% du territoire, parce que chacun va un peu rester sur l'espace qu'il occupait avant. Le mandat de l'ONU peut être modifié, c'est tout. Un pays comme la Russie peut bien dire qu'en Centrafrique, le mandat de l'ONU n'est pas un bon mandat, qu'il vaudrait bien qu'on modifie. Maintenant, si les autres ne sont pas d'accord avec le droit de veto, naturellement que ça ne va pas changer. Mais c'est l'idéal, c'est ce que je dis. Il faut que l'ONU donne les moyens aux missions qui sont sur le terrain, parce qu'on a parfois l'impression qu'on envoie les militaires à l'abattoir, ils n'ont pas les moyens de se défendre et ils finissent par mourir par centaines, par milliers. Alors que s'ils avaient les moyens, s'ils avaient une mission offensive, ils attaqueraient. Par exemple, même en Somalie, vous voyez bien, ils sont là regroupés autour de Mogadiscio, à moins de 150 km de Mogadiscio. Ceux qui, les rebelles, comment on les appelle encore là, ils arrivent ils sont là, on n'a jamais pu les déloger. Ils sont à moins de 150 km de Mogadiscio. Dernièrement, ils ont fait leur opération, leur attentat, où il y a eu beaucoup de morts. Donc, je veux dire qu'on doit renforcer le pouvoir des missions de l'ONU, des missions militaires dans les casques bleus de l'ONU sur le terrain pour pouvoir protéger les populations. Voilà, et voilà donc on va prendre exceptionnellement Alain qui nous retrouve de Libreville avant de nous séparer. Alain, bonsoir. Voilà, et voilà donc... Alain, bonsoir. On va prendre exceptionnellement Alain qui nous retrouve de Libreville avant. Oui, alors, oui. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir au maître. J'interviens là, c'est parce que j'ai été un peu offusqué de l'analyse qu'il fait au sujet, à propos, n'est-ce pas, de l'ONU. Enfin, je veux dire, des missions de l'ONU dans nos différents États. Je pense que il est aujourd'hui établi, il est aujourd'hui vérifié que les missions de l'ONU ont été un échec, du moins en ce qui concerne nos États africains. Quels que soient les organismes de l'ONU qui ont intervenu, n'est-ce pas, ou qui ont été présentes, que ce soit dans les administrations, que ce soit même militairement, ça a toujours été absolument un échec. Le constat est fait. Et c'est d'autant plus regrettable que nos intellectuels, qui clairement connaissent de quoi il est question, mais nous donnent l'impression de ne pas comprendre la chose. Et du coup, ça fait que nous sommes en train de fonctionner comme un véhicule qu'on voudrait faire aller vers l'avant, mais qu'en même temps, nous engageons la marche arrière. Je ne comprends pas. Non, il est établi que l'ONU, je ne sais pas, c'est comme le caillou dans notre chaussure aujourd'hui pour nos États africains. Et qui plus est, nous nous battons aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous débarrasser de toute cette art-là. Nous vivons dans un monde où on ne peut plus voir les choses avec un regard angélique. Non, nous sommes dans une guerre. Le monde est en guerre. Quelles que soient les guerres idéologiques, les guerres culturelles, nous sommes en guerre. On ne doit plus voir les choses. Et c'est justement cet état, cette façon de voir les choses qui fait que nos chefs d'État nous mettent, certains en tout cas de nos chefs d'État, nous ont mis dans ces problèmes-là avec ces histoires de l'ONU-là parce qu'ils estiment que non, à la base, c'est une très bonne chose. Ils vont venir nous sécuriser. Ça a été créé pour sécuriser. C'est très faux. Ça n'a pas été créé pour sécuriser ou faire la paix dans le monde. Je dis depuis le premier jour de cette création, ça n'a jamais été le cas. Ça a été fait sciemment pour défendre les intérêts des pays qui ont été victorieux, n'est-ce pas, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est avéré. On ne peut pas venir aujourd'hui essayer. Tantôt, nous avons déjà l'idée que non, nous nous débarrasserons de l'ONU. Il faut vraiment qu'on essaye, soit qu'ils essayent de réformer ça à leur niveau et tout. Mais en même temps, que nos intellectuels, nos leaders d'opinion viennent encore nous dire non, ne pensez pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien, il suffit qu'on arrange. Qui va arranger? Quand ils ont commencé à créer ça, nous étions parmi, ils nous ont appelés, et quand il faut arranger, nous devons être parmi? Non, ça ne nous sert à rien. On a arrangé ce qu'ils ont arrangé, ils nous ont amené cela. Et aujourd'hui, on nous dit non, c'est pas.
Qu'est-ce que nous en savons? Non. Hein? S'ils veulent nous aider autant, ils n'ont qu'à venir et former. On est mieux servi que par soi-même. Ils n'ont qu'à venir former nos soldats et nous-mêmes, nous nous occuperons de notre propre sécurité. Vous voyez un État, on vous dit un État peut-être de 15 millions d'habitants et sous embargo. Mais l'ONU est là avec des grosses armes, mais ne peut pas les utiliser. Nos enfants sont violés, voilà le bilan. Nos enfants sont tués. Hein? Voilà, nous sommes, salis, traînés dans la boue. Non, ce n'est pas un bon discours, maître. Je pense qu'il faut que nous changions ce logiciel. Ça ne marche plus. Il faut que nous soyons catégoriques dans ce que nous faisons. Et qui plus est, je pense que ce média a une ligne éditoriale. Non, on ne vient pas, on n'est pas dans un débat là pour savoir que non, l'ONU est bien. Non, c'est pas bien. Donc vraiment, c'est mon coup de gueule. Je suis choqué par cette vision des choses et j'ai voulu m'exprimer. Merci et bonne suite à vous. Votre intervention et voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Mais avant de sortir, rappelez que oui, effectivement, vous, Maître Biliga, vous n'avez jamais dit que l'ONU avait réussi sur le continent africain et même dans le monde. On ne va pas m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Ce que j'ai dit est ceci. L'ONU a des tares, je l'ai fait que de dire. Il y a des reproches à l'ONU, mais je dis que ne réduisons pas l'ONU aux armées, je veux dire, aux casques bleus qui sont sur le terrain et dont les tares ont été évoqués. Je l'ai évoqué pour la... Alors, la réalisation nous fait de grands signes exceptionnellement. Donc, je dis donc que voyons l'ONU à travers des autres organisations comme l'OMS et autres. Et bien encore que là-bas également, c'est discutable, Maître Biliga. On va, de toutes les façons, de la contradiction va naître la plus grande forme d'harmonie, c'est la palabre intellectuelle. Nous sommes entre nous, parfois nous sommes d'accord, parfois nous ne le sommes pas, et c'est aussi cela, être ensemble. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Les médias veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.